Bonjour à tous et bienvenue dans Entrée des artistes pour cette 3e émission. Merci encore à Speed Radio de nous accueillir. Mes chroniqueurs, les chroniqueurs pas les miens, nos chroniqueurs sont toujours avec nous. Marina Gauthier, bonjour. Bonjour. Roxane Fomberto, bonjour. Bonjour. Elle nous a enfin rejoint. Lisa Bretzner, bonjour. Bonjour Nadir. Qui nous a manqué la semaine dernière. Oh, vous aussi. Et nous avons 2 invités aujourd'hui. On va commencer par les dames. Adeline Belloc, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler d'un spectacle d'improvisation qui s'appelle Fantasme. Exactement. On en dira un tout petit peu plus après. Et Iñaki Lartigue, bonjour. Bonjour. Donc Iñaki qui va nous parler de série télé. Une série télé aujourd'hui et de sa carrière aussi, bien entendu. Avec plaisir. Merci. Alors, pour commencer l'émission, on va commencer... C'est très solennel. Hein. On fait dans on sent qu'il n'y a pas Alexiane et tout. Dites tout de suite que c'est à cause d'Alexiane, de Zach et de Marie-Caroline que l'émission était bordélique la semaine dernière. Osez le dire. Ils vont entendre l'émission, ils vont régler ça avec vous la semaine prochaine. Si on commençait déjà par un quiz pour animer un petit peu tout ça. Ouais, allez, vas-y. Un petit quiz de culture générale. On va voir si les gens autour de cette table, en plus de l'énergie, ils ont aussi de la culture. Il n'y a pas de buzzer, hein. Non, il n'y a pas de buzzer. Ah oui, elle est au taquet, Adeline. Hein, ouais. Alors, on va commencer sur de la littérature. Il n'y a pas de réaction, ça fait peur. Pas de réaction, c'est effrayant en fait. Pourquoi la grande romancière Agatha Christie a-t-elle demandé que l'on ne publie son dernier roman qu'après sa mort? Elle avait peur des critiques. Non. Parce que c'est basé sur une histoire vraie. Non. J'allais dire, c'est pas la même question que la semaine dernière. Non, Roxane. Parce que c'est elle qui a commis le meurtre. Non. Parce qu'elle en était pas fière. Non. Elle parle de gens de sa famille. Non. Parce qu'elle voulait que quelqu'un d'autre le finisse. Non, il était fini. Parce qu'il y a un indice en rapport avec sa mort. Non, elle est morte de mort naturelle. Parce que peut-être les fonds, elle voulait donner les fonds à quelqu'un en particulier. Non. T'as pas un indice là. Un indice, c'est donc elle voulait que ça soit publié qu'après sa mort, parce qu'il y a, on va dire que c'était vraiment la fin de son œuvre. C'est-à-dire que ce roman, c'était vraiment la fin de son œuvre. C'est la mort d'Hercule Poirot. Voilà, parce que son dernier roman, c'était la mort d'Hercule Poirot. Elle faisait mourir son personnage culte et elle voulait que ce roman ne soit publié, donc qui s'appelait Poirot quitte la scène, ne soit publié qu'après sa mort à elle. Donc 1 point pour Roxane. Bravo, une belle vision. Voilà, et Roxane note les points comme d'habitude parce qu'elle est très carrée comme c'est pas permis. Alors cette question-là, elle est un petit peu facile. Quelle est la chanson la plus chantée au monde? Thriller. Non. Be A Born. Non. La plus chantée au monde. Cause I'm happy. Non. Feeling good. Non. Joyeux anniversaire. Bah oui, tout simplement, voilà. Mais en quelle langue? Happy birthday. Justement, dans toutes les langues. Là, je parle juste la chanson. Quelle que soit la langue, c'est voilà. On fait attention, je surveille si on regarde les réponses. Adeline, non, j'ai pas mis mes lunettes. La semaine dernière, Zach regardait énormément. C'est vrai. Et en plus, il avait son ordinateur devant. Il était quand même balèze là-dessus. Ouais. Alors, pourquoi il ne valait mieux pas voyager en bateau avec Violette Jessop? Elle avait le mal de mer. Non. Qui est Violette Jessop? Alors, Violette Jessop, c'était une hôtesse infirmière au début du XXe siècle. Inconnue au bataillon. Et pourquoi il ne fallait pas voyager en bateau avec elle? Elle était infirmière dans les bateaux au début du XXe siècle. Ça voulait dire qu'on était mort ou qu'on partait en guerre? Non. Qu'on avait la lèpre ou la rage ou qu'il y avait des rats à bord. Non. On avait le mal de mer. Non plus. Début du XXe siècle. Hein. Au début du XXe siècle, je suis très... On va dire fin 19e. Elle était sur le Titanic. T'es pas loin. Pas que. Pas que. Elle a fait 2 naufrages. Pas que. 3. Elle était infirmière sur 3 bateaux et ces 3 bateaux ont eu des problèmes. Elle a été infirmière à bord de l'Olympique qui a été coulé par un croiseur en 1911. Elle est infirmière sur le Titanic qui a été donc coulé par un iceberg. Merci James Cameron. Et elle était sur le Britannique qui a fait naufrage en 1916. Et elle a survécu aux 3 naufrages. Oui, mais si tu vas dans l'autre sens, tu te dis que t'as de la chance d'être avec elle parce qu'elle a survécu. Tu vas sur un bateau, tu sais que le bateau n'allait pas au bout de ça. Alors, tu partais en bateau avec elle, tu savais que le bateau allait pas au bout. Hein. Non. C'est comme l'homme qui s'est fait foudroyer 7 fois dans sa vie. Et qui était toujours vivant d'ailleurs. Exactement. Hein. Ouais, c'est quand même balèze. Hein. Alors, oui, ça l'avait pas mal. Quel cadeau fit les États-Unis à l'Algérie pour leur participation à la libération des otages de Téhéran en 1981? Une boîte de dates. Non, c'est les États-Unis qui ont fait quelque chose à l'Algérie. Des chewing-gums. Non. Alors, c'est quelque quelque chose. On va dire que c'est quelque chose qui a en rapport avec les chroniques de Roxane.
C'est quoi tes trucs? Ah si. Série télé. Laquelle? Je te jure, Attends, c'est Friends. Non, 1981. Ah. Ils ont offert une série. À l'Algérie pour les remercier. Amour et haine. Non. Toi, t'as écouté l'émission de la T'écoutes- semaine dernière. Exactement. Personne se rappelle de cette série. Une série de 81. Genre Alerte à Malibu. Non, c'était une série culte, années 81. Ah non, Dallas. attends, on est reparti en série. Dallas. Ils leur ont offert les épisodes de Dallas. Ouais. C'est-à-dire. Je te jure, c'est pas une blague. En fait, Général. comme l'Algérie a aidé les États-Unis à sauver leurs ressortissants qui étaient otages à Téhéran pour les remercier, les États-Unis ont offert à l'Algérie les épisodes de Dallas. Ça a Excellent. été Mais une révolution. En VHS du coup. Non, ils leur ont, oui, enfin ils ont offert, oui, à la chaîne algérienne les Ah, épisodes d'accord. de Dallas. Ah. Oui, Ah pas ouais. à chacun des Algériens. Non. Et ça se chiffrait en millions. Ah ouais, non. Ah moi j'imaginais un avion qui larguait tu vois des VHS. Des Pour la population. Ah ouais, c'est très mal. Alors, celle-là, elle est un peu compliquée. Quel est le point commun entre Sylvester Stallone et Louis de Funès, Steve Martin et Thierry Lhermitte et Martin Short et Pierre Richard? Ils ont le même signe astrologique. Non. Ce sont des hommes. Oui. Là, Iñaki, est-ce qu'on lui compte un demi-point là-dessus Même pas un quart. Ils font la même taille. Non. Ils sont nés la même année. Non, Non, c'est par rapport à leur carrière. Ils Alors, ont perdu une chaussure. Non, ils ont été connus j'ai pas tard. compris. Hein Ils ont été connus tard, à 40 ans. Non. On va dire que c'est dans leur filmographie. C'est pour ça que je les ai séparés en deux. Ils ont joué le même Ah, personnage. T'es deux Pas fois. loin. Non, t'es pas loin. T'as dit Schwarzy de Funès. Schwarzy de Funès, Steve Martin, Thierry Lhermitte et Martin Short et Pierre Richard. Ah, c'était un duo intelligent et puis un peu boulé. Non. Ils ont pas fait une sorte de saga dans leur série, tu vois? Non, mais Lisa était pas loin. Ah. Ah. Ils Non, ont, ce qu'elle a dit. Ils ont il y a fait eu des remakes de versions françaises Ah. américaines. Voilà, c'est-à-dire que ces trois duos ont eu le droit à leur remake américain. Donc, le premier, Martin Short, Pierre Richard, c'était Les Fugitifs. Ils faisaient avec Depardieu. Martin Short jouait le rôle de Pierre Richard. Pas Les Fugitifs, pardon, La Chèvre. Une connerie, pardon. Thierry Lhermitte et Martin Short, c'était Le Père Noël est une ordure, qui a été adapté aux Ah États-Unis. oui, c'est vrai. Ça s'appelait Joyeux Noël, et Steve Martin jouait le rôle de Pierre Mortez. Et le plus improbable, Louis de Funès et Sylvester Stallone, c'était Oscar. La pièce Ah bon Oscar, qui était devenue un film, a été adaptée aux États-Unis. En français, le film s'appelait L'embrouillé dans le sac, et Sylvester Stallone jouait le rôle d'un gangster des années 30 qui voulait se refaire une conduite. Et en fait, c'était un remake de la pièce Oscar, puisque aux États-Unis, le film s'est appelé Oscar. Mais en France aussi. Il y Non, a le film Oscar il y a le avec film Louis Oscar Funès. avec De Funès. Et c'est pas le même. Mais aux États-Unis, le film aux États-Unis avec Sylvester Stallone s'est appelé Oscar, mais en France, il s'est appelé L'embrouillé dans le sac. Mais c'est un remake du film Oscar. Parce que t'as le film Oscar avec Louis Funès aussi. Oui. Donc il y a eu la pièce Oscar, il y a eu le film Oscar avec De Funès, et il y a eu le remake américain avec Stallone. Oui, mais tu me changes le titre là, de dire en Oui, français. parce que non, Oscar, c'est le film français, c'est la pièce française. Mais comment ça me casser la tête, Alexia Roxane, pardon, Alexia. Il me Au confond. théâtre, ça s'appelait Oscar. Il y a eu le film Oscar avec Louis de Funès. Oui. Après, il y a eu un remake américain Oui. avec Sylvester Stallone. Ce film américain, Oui. aux États-Unis, il s'est appelé Oscar. Oui. Mais en France, il s'est appelé Ah, L'embrouillé dans le Le sac. film américain Ah, a la été traduction, traduit. oui. D'accord. Voilà. Bah oui, mais sois plus clair, Nadir. Là, c'était Alexia, clair. Roxane. Arrête de m'appeler Alexia. Oui, non mais vous avez qu'à pas avoir la même fin de prénom. Donc Roxane, tu sais ce que je vais te dire. T'es viré. Bon, Voilà. bah, la Donc, prochaine fois que tu m'appelles Alexia, je dis la même chose. Voilà. Alors ça, on va finir là-dessus parce que c'est quand même une question. Non, peut-être pas la dernière. À qui déclara la guerre le pape Grégoire IX qui régna de 1227 à 1241? C'est un truc absolument improbable, je préfère vous le dire. À qui il déclara la guerre? Des Pas à animaux. son fils déjà. Non, pas à son fils. Adieu. Non, Attends, La peste. non. Qui déclara la guerre à qui là Le pape Grégoire IX. Suis, Roxane, s'il te plaît, suis. C'est bien de se moquer de moi, mais suis les conversations des gens, s'il te plaît. Pape. Le pape Grégoire IX, 1227-1241, a déclaré la guerre, donc une guerre religieuse, à quelque chose en Au particulier. Vatican? Improbable. Non, pas au Des Vatican. sangsues. Non, mais c'est un animal. À des rats. Non, Ah, des fourmis. non, Des sauterelles. Des pigeons. non, non, Est-ce que c'est dans l'eau? non, Est-ce Dans que l'air c'est dans les airs? non. C'est C'est sur... sur Terre. c'est sur Terre, oui. Des Aux chats. Oui. Oh. Il a déclaré la guerre aux chats parce qu'il pensait que les chats étaient Ah bah oui. comment ça s'appelle, étaient des Nuisibles. animaux du diable. Bien Donc sûr. il a déclaré la guerre aux chats. Oh les pauvres chats. Ah oui, non,
Même moi, Et tu sais s'il en a tué combien il en aurait tué? je ne pourrais pas te dire. Ça, je ne pourrais pas te dire. Il n'y a pas les archives de l'époque. Dernière question. Pourquoi n'avons pas entendu parler de la mort du compositeur Prokofiev, décédé le 5 mars 1953, dans les journaux? Quelqu'un d'autre est mort en même temps et plus célèbre. Ouais. Qui Attends, c'était un combien? En 53. Mars 53. Bravo, Adeline. Et là, maintenant, il faut trouver la bonne personne. Et ouais. Eh ouais. Mars 53. Est-ce que c'est un Français? Non, Américain? non, Du même pays? non. Oh là là. Un président, On se fait désinguer. un homme politique. C'est un homme politique, oui, mais pas américain. Ah, pas américain. Chinois. Ah, Staline. Ouais, Mais parce non. que Staline Ah ouais, est mort bien le vu. même jour, donc en fait la bah mort oui. de Staline est passée en premier lieu dans les journaux plutôt que la mort de Prokofiev. Bravo Adeline, Ouais, au moins bravo, tu suis bravo. toi. Bah, Je ne citerai pas de nom. Roxane. Voilà. Alors, Eh bien, écoutez, on a 2 ex-aequo parce que tu t'en fiches des résultats déjà, mais je les donne quand même. voilà. Adeline et Lisa sont ex-aequo, les filles. Voilà, bravo Lisa, bravo Adeline. Bah C'était tiens, collectif. puisque justement, Adeline fait partie de nos invités. On va commencer par toi. Hein Tu viens nous parler de Fantasme, un spectacle d'improvisation. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors, Fantasme, plus qu'un spectacle d'improvisation, c'est un spectacle de théâtre personnalisé par rapport aux fantasmes que les gens nous confient anonymement sur des papiers. Donc on va leur poser plusieurs questions, personne n'a les mêmes questions. Et on va traiter de 3 fantasmes. On va dire un fantasme mignon qui correspond à des petites choses de la vie, vouloir gagner au loto, vouloir que les impôts cessent, vouloir que son mari nous amène à l'opéra, enfin des trucs comme ça. Tous les fantasmes liés à Thanatos, donc à la mort, à avoir envie de s'émanciper, de tuer quelqu'un, de se venger ou par rapport au suicide. Et ensuite, un fantasme sexuel. Voilà. Et mais tout ça est traité. Tout ça est traité avec beaucoup de poésie parce qu'il y a beaucoup de mise en scène avec des jeux d'ombre, de danse, des monologues. Et en fait, c'est improvisé. Il n'y a aucune ligne décrite. C'est juste improvisé par rapport au fantasme que la personne nous confie. Donc à partir de là, on va voir soit les conséquences de ce fantasme, soit le fantasme en lui-même, soit comment il est arrivé à avoir, enfin cette personne est arrivée à avoir ce fantasme. Voilà, il y a plein d'histoires qu'on va raconter. Et alors, j'ai pas compris. Excuse-moi. Ben oui, ce non, mais matin, c'est- c'est difficile. Moi je Oui, le c'est connais. très donc, difficile pour Roxane ouais, ce c'est matin. ça. Non, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des petits papiers, c'est ça que les Oui, gens en écrivent fait, sur des petits les papiers? gens rentrent, ils écrivent sur un petit papier la réponse à 3 questions, ils Ah ouais, choisissent c'est ça. s'ils veulent parler de fantasmes mignons, plutôt de mort ou de Tu peux dire fantasmes sexe, érotiques. le mot n'est pas Sexuel, interdit. voilà. C'est pas grave le. Et nous, on va en choisir 3 parmi ceux-là. D'accord. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des gens qui mettent des petits trucs rigolos. Mais comme c'est un spectacle dans lequel on pousse la réflexion pour avoir beaucoup de tolérance sur les fantasmes, pour avoir une ouverture, pour voir tout ce qu'il y a derrière les fantasmes, eh bien on en prend 3 qui nous semblent vraiment très intéressants de traiter. Et les gens... Et on fait que improviser. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est une bande d'amis. On est dans une soirée d'anniversaire et on va faire une contre-soirée dans une loggia où on va parler de fantasmes et ensuite on va les faire. Et ensuite on revient parler sur notre canapé. Et voilà. Et c'est très chouette. C'est très psychanalytique. Comment ? C'est très psychanalytique. Exactement. C'est même catharsiste. Non, cathartique. Non mais me Je parle regardez anglais, pas. Non mais me excusez-moi. regardez pas. Moi je n'ai rien dit du tout. Hein. C'est très cathartique parce que y a des gens qui viennent nous voir. Bah déjà il y a des gens qui pleurent. Il y a beaucoup de gens qui rigolent parce que quand même comme il y a pas mal de choses parfois lourdes, l'impro amène le rire. Mais il y a des gens qui pleurent et à la fin qui viennent nous voir pour nous remercier d'avoir vu ce qu'ils auraient pu faire sans avoir à le faire. Et ça c'est magnifique. Enfin il y a plein d'anecdotes comme ça.
Oui, c'est un spectacle qui est quand même ludique. Ça permet d'apprendre des choses, enfin de découvrir Déjà. des choses sur soi, Ouais. ou même sur les autres, d'une manière plutôt, je vais pas dire légère, mais intelligente. Ah oui, subtil, intelligent. Oui, voilà, subtil. Oui. Et surtout, oui, on apprend. Et ce que j'aime bien aussi, c'est parfois après, les couples, en dehors, ils en parlent. Et ils s'engueulent. T'as osé dire ça, c'est honteux. Non, mais c'est anonyme. Mais après, ils parlent des fantasmes. Et je pense que ça a un intérêt. Quand ils sont dans leur lit, ils vont dire ah, mais au fait. Voilà. Et les fantasmes peuvent être soit absurdes, soit très concrets, soit oniriques. Je pensais que t'allais dire très con. Je sais pas la fin de la phrase. Et vous êtes combien sur scène? On est 4. D'accord. Ouais. Ah, vous n'êtes pas beaucoup en fait. Parce que Non. moi j'imaginais une troupe de 10, mais en fait. Non, on est 4, mais il y a une myriade de personnages parce qu'à chaque fois, les fantasmes changent, donc les émotions changent, les personnages changent. Sauf, en fait, on est 4 amis et il y en a 3 d'entre nous qui vont porter chacun un fantasme. Et puis on va parler aussi d'autres fantasmes que les gens nous ont donnés sans forcément les développer en impro. Juste on va en parler. Et ça fait longtemps que vous jouez ensemble? Ça fait 2 ans et ce spectacle a été créé pour l'anniversaire commun de Romuald et moi qui jouons dans ce spectacle. Et on s'est dit, tiens, avec qui on aimerait jouer en impro, qui nous inspire, et qui nous fait rire et qui est fort. Et voilà, on a projeté nos fantasmes professionnels, bien sûr. Bah, encore moins, quand même. Et on a créé ce spectacle. Et on l'a joué à Paris, mais aussi Bordeaux, Lyon, Bruxelles, On est Nantes. déjà parti en tournée avec ce Ouais, spectacle. ouais. Mais tu es une spécialiste de l'impro, parce que nos premiers échanges, Oui. c'était encore sur un spectacle d'impro, parce que Mademoiselle ne le dit pas, mais elle fait partie de la troupe Smoking Sofa, qui a élu domicile à la Folie Théâtre depuis je ne sais combien d'années. Oui. Avec il y a cette histoire de famille. Histoire Là de maintenant, il y en a famille. un nouveau qui a démarré. Oui. Vu que tu es sur. Je suis pas dessus. T'es pas dessus, bah oui, parce que tu peux pas être partout. Maintenant, 9 spectacles, c'est... Ça fait beaucoup quand Ouais. même. Et en plus, tu termines là où tu as terminé un autre spectacle Oui. au D'impro. théâtre, d'impro encore. Donc, Ouais. mademoiselle, en fait, si vous allez voir Adeline sur scène, ne pensez pas qu'il va y avoir une pièce de théâtre déjà écrite. Madame n'est spécialisée que dans l'impro. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, en sortant, nous disent bon, c'était écrit. En fait, c'est tellement fluide, c'est tellement beau, même au niveau visuel et auditif, que les gens ne peuvent pas croire qu'on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on co-construit ça vraiment sur le moment. Et comme il y a aussi la régie qui nous aide en lançant des musiques ou des lumières spécifiques pour vraiment habiller ou nous faire des propositions, les gens pensent que ce n'est pas possible. Et ça, c'est toute la magie de l'impro. Voilà, il faut être très doué pour que ça puisse Oh, véhiculer arrête. quelque chose comme ça. Bah, je peux pas dire ça, j'ai vu aucun de tes spectacles, je peux rien dire, mais. Ah là là. Oui, non, Roxane, je t'ai dit que j'allais venir. Oh, punaise. En fait, t'as décidé de me casser les pieds toi, aujourd'hui. Mais oui, bah oui, il n'y a pas Alexiane. Il y a pas Alexiane. je la Roxane, remplace. tu es donc encore virée. Voilà. Et Mais- tu peux nous rappeler les dates? Oui, te bien reste sûr. Merci beaucoup. Il nous reste 2 dates. C'est ce vendredi et ce samedi à 21h30. Et ensuite, on va jouer aussi à l'Improvidence de Bordeaux, du 15 au 18 mai. Et le 29 mai, au théâtre de la Tour Eiffel, pour une soirée spéciale autour des fantasmes. Et Oldelaf, le chanteur. Ah, avec qui le va chanteur. partir. Ouais, en fait, on va faire beaucoup d'impro. Il y aura une partie concert et à la fin, vers 23h, il y aura un grand fantasme. Enfin, il y en aura 3, mais il y aura, voilà. À 23h au théâtre de la Tour Eiffel, si vous n'êtes Right. pas déjà couché. Bah, c'est le quartier, par contre. Après le quartier, à 23h, ils sont couchés autour du théâtre de la Tour Eiffel. Si. C'est sur ces mots de promotion que l'on va marquer une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes, chers auditeurs. À tout de suite pour d'entrée des artistes avec mes chères chroniqueuses de choc, Marina, Yeah. Roxane, Oui. Lisa Oui. et nos invités Adeline et Iñaki. Et pour bien reprendre cette émission, nous allons parler série télé avec notre experte, notre spécialiste, entre autres, Bien évidemment. Roxane. Le micro est à toi. Allez, je le prends alors.
Aujourd'hui, je vais vous parler de Plus belle la vie. Et oui, pourquoi pas après tout, parce que Plus belle la vie, c'est quand même une quotidienne qui est sur nos chaînes depuis presque 20 ans maintenant. C'est un peu dans la longévité, notre petite maison dans la prairie à nous, nos feux de l'amour version marseillaise. Et puis, vous l'aurez remarqué, hein, Marseille, je dirais, à vue de nez comme ça, la deuxième ville après Paris qui inspire nos scénaristes. Donc on a Marseille, la série, avec Magimel, Mercato, dont j'ai parlé la semaine dernière, mais on a aussi énormément de films, Bac Nord, Stillwater pour parler cinéma américain. Et puis en France, Plus belle la vie, qu'on va appeler PBLV comme tous les fans, c'est un peu le pôle emploi des acteurs. Hein. Rien que 45 acteurs récurrents sur la série et le double, voire le triple pour des comédiens présents sur 1 ou 2 épisodes. Alors avant de faire gna 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 c'est nul, on va pas cracher sur la soupe et se pencher sur ce qui plaît chez PBLV. Alors qu'est-ce qu'une quotidienne déjà ? C'est donc une série diffusée quotidiennement, ici pour PBLV à 13h40, sur un format plutôt court, donc là on est à 20 minutes, et il faut savoir que nous en France on a été vachement à la traîne sur ce format-là comparé à d'autres pays d'Europe. D'ailleurs avant PBLV on était plutôt habitué aux telenovelas ou aux séries AB1 de type Premier baiser. Oh la petite Madeleine de Proust. Bref, quand PBLV... On a perdu Roxane, ça y est. Personne n'a regardé Premier baiser autour de cette table, je me sens si vieille. Ah là là, Bah bref. si, mais on a le même âge, donc je vais pas dire mon âge. Mais oui, si tu fais très bien de ne pas le dire. Bref, dans PBLV, quand PBLV arrive en 2004, c'est une petite révolution. Et pendant de longues années, ils restent les seuls sur le marché. Très décriés au départ, épisode mal écrit, comédien qui joue mal, la série garde encore ses stigmates d'avoir été précoce. Mais ça, j'y reviendrai. Aujourd'hui, le format de la quotidienne cartonne et on en trouve désormais un pacasse, un si grand soleil, demain nous appartient, ici tout commence, même structure, même style. Vous imaginez ce qu'à elle seule, elle représente comme emploi dans l'industrie du cinéma français. Je vous laisse faire le calcul, il faut écrire, produire, tourner un épisode de 20 minutes par jour, 365 jours par an. Autant vous dire qu'on est sur une très grosse industrie. Industrie qui a pu construire même ses propres studios et dynamiser des villes françaises à elle seule, hein, comme Sète ou Montpellier. Alors comment on écrit un épisode de PBLV ? On est loin du petit scénariste tout seul dans sa chambre avec sa machine à écrire. Là on est dans des writing rooms, salle d'écriture pour Nadir, avec un travail quasi industriel. Sans commentaire. Un groupe de personnes chapeautées par un directeur qui s'occupe des arches. Oui Nadir, je vois ton sourcil. Qu'est-ce qu'une arche narrative ? Il s'agit de l'intrigue principale qui charpente une saison et autour de laquelle s'organisent péripéties et rebondissements propres à chaque épisode. Ensuite, comme des alvéoles, des groupes sont formés pour écrire la structure de l'épisode, les autres, les dialogues, tout ça remonte en validation chez un autre groupe et c'est comme ça que les petites abeilles de la ruche fournissent chaque semaine une dizaine de scénarios. Un travail donc colossal, mais je laisserai à notre invité le soin de raconter la machine qui se met en place lorsqu'on est sur le plateau lors du tournage. Pour l'heure, interrogeons-nous sur le succès de PBLV. Alors pour information pour ceux qui sont un peu à la traîne, ceux qui se disent mais attends, ils n'avaient pas arrêté Plus belle la vie ? Eh bien non, enfin si, pendant 19 ans la série officiait sur France 3 dans un format un peu plus long et diffusée en début de soirée, elle est dorénavant sur TF1 à l'heure du repas, comme je vous l'ai déjà dit plus haut si vous suivez. La série est devenue plus courte et axée plus polar avec de vraies enquêtes et une volonté d'être au cœur du commissariat. Et elle change de nom désormais, on parlera de Plus belle la vie encore plus belle, ce qui nous donne PBLV EPB. Bon, on va rester sur PBLV. Hein. Mais alors, qu'en est-il de la qualité de la série ? Eh bien, figurez-vous que pour produire à cette vitesse-là, je dois reconnaître que c'est pas trop mal. C'est clairement pas le genre de série que je regarderais, mais on ne peut pas dire que ça manque de qualité. Et comme je ne suis pas une fan de la série, j'ai demandé un peu des avis autour de moi. Et c'est quand même assez drôle de voir qu'il y a énormément de gens qui regardent, et de tout âge et de toute catégorie sociale. Et je me suis pris une petite giflette, oui, je le dis, en pensant, comme beaucoup de gens dans le milieu artistique, que la série est pourrie et que c'est pas de l'art et que les comédiens sont pas bons, un mépris qui clairement nous empêche de voir ce que vaut vraiment PBLV et je m'en repens. Alors, je vais donner la parole à ma copine Jaja. Clown dans la vie comme au travail, je lui ai demandé à elle, qui regarde la série depuis plus de 10 ans, ce qu'elle aime dans Plus belle la vie et voici ce qu'elle m'a répondu. C'est une série good vibes, rapide à consommer. Depuis plus de 10 ans, je la regarde en replay quasi tous les soirs juste avant de dormir. Pourtant, je ne regarde pas d'autres séries de ce type. Je suis plutôt science-fiction ou thriller. En ce moment, je regarde La Fièvre, Constellation, Problème à 3 corps ou Mon Petit Renne.
Le jeu d'acteur n'est pas du tout médiocre comme on peut le sous-entendre par snobisme ou par méchanceté. J'apprécie également cette série car elle aborde différents sujets d'actualité française, permettant ainsi une exploration approfondie des personnages sur une très très longue durée. Elle figure parmi les premières à avoir mis en scène le mariage homosexuel avec une approche masculine, la violence contre les femmes avec les deux parties victimes vs bourreaux, le viol masculin, les difficultés rencontrées des personnes handicapées dans le quotidien, à la fois le parcours hospitalier, la rééducation, les répercussions physiques et physiologiques et l'urbanisation. Alors, par exemple, moi ce que j'ai vu dans les derniers épisodes que j'ai regardés, on était dans une salle de MMA avec un vrai combat, joué par notre invité d'ailleurs, et dans les autres scénettes entrecoupées, on parlait du manque de place en crèche et de la maltraitance dans ces milieux-là. Donc comme le disait Jaja, bien sûr certains sujets sont traités avec légèreté et parfois des situations improbables, mais c'est ce qui rend cette série attachante. Je terminerai en disant qu'il est important, je crois, d'avoir l'œil critique et de pouvoir se demander ce qui est bien fait ou pas, intelligent ou pas, recherché ou pas, mais je crois aussi que c'est la variété des goûts et des couleurs qui fait le monde plus beau. Merci Roxane. Donc juste pour ta gouverne, je n'ai pas levé le sourcil parce que je sais ce qu'est une arche narrative. Merci. Et deuxième chose, par contre moi ce que j'ai remarqué, c'est que Roxane dit replay et pas replay. Voilà. Elle a décidé de me casser les pieds, je vais en faire également. Mais par contre, là, ce que j'apprécie aussi sur Plus belle la vie, c'est qu'ils utilisent vraiment tout ce qui est d'actualité et on les retrouve dans leur série. Ça, c'est très intéressant. Que ce soit, il y avait eu à l'époque l'incendie de Notre-Dame, la mort de Johnny et plein d'autres choses. La transsexualité. Voilà, c'était inséré dans les épisodes de Plus belle la vie. Donc on avait vraiment l'impression de vivre les choses de tous les jours parce qu'on entendait vraiment ce qu'on entendait dans les journaux le matin, dans les épisodes de l'après-midi. Et il faut savoir que ça parle réellement à tout le monde. C'est-à-dire que c'est des sujets de société que, par exemple, certaines populations n'iraient pas chercher dans les journaux, etc., pour se renseigner. Et grâce à Plus belle la vie, ils ont accès à ce débat et à cette réflexion. Et ça, je trouve que rien que pour ça, c'est génial. Ah bah ça l'est, oui. Et c'est une belle transition pour parler à notre second invité, Iñaki Lartigue. J'ai du mal à... Désolé pour avoir écorché ton prénom, c'est de la faute de Roxane. Voilà. Alors, donc Iñaki, tu es depuis quelques semaines maintenant ou quelques mois, parce que j'avoue je regarde pas la série, je mets à coup de pas, dans Plus belle la vie, encore plus belle, je précise. Merci, exactement, Roxane. Depuis quelques mois. Alors, petite première question toute simple, comment es-tu arrivé justement dans la famille PBLV EPB? Je pense que tu peux dire PBLV. D'ailleurs, Iñaki Lartigue et Samuel Gaillet, qui est donc dans le commissariat, qui est enquêteur pour le commissariat. Je vais en parler. Mais... Vas-y, je t'en prie. Non, mais te laisse pas faire par Roxane. Te laisse pas faire par Roxane. Non, te laisse pas faire par Roxane. Insupportable aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Tu me disais comment je suis arrivé dans comment la série. Comment il peut arriver dans la famille Plus belle la vie. Par le biais d'un casting, tout simplement. J'avais répondu à une annonce auprès de la directrice de casting qui m'a convié au casting. Donc il y a eu un premier tour et un deuxième tour. Et après validation de la production et de la chaîne, je me suis retrouvé dans le rôle de Samuel Gaillet, lieutenant de police, dans Plus belle la vie. D'accord, parce que toi à la base, quand on a discuté un petit peu avant l'émission, tu avais commencé dans le théâtre et après c'est ensuite que tu es venu en tant que comédien devant une caméra. C'est d'abord au niveau au théâtre que tu as démarré. Ouais, exactement. J'ai commencé ma carrière au théâtre, sur les planches. C'était ça qui m'a mis un pied dans la carrière de comédien. Et ensuite, j'ai intégré plusieurs unitaires, films, séries, tout ce qui se fait en audiovisuel ou en cinéma. Ouais. Alors, on se pose tous à peu près la question, en tout cas pour moi, autour de cette table, entre le théâtre et la série télé ou le cinéma, lequel est entre guillemets le plus compliqué, le plus intense? Je saurais pas dire, c'est pas le Après ça dépend de la série quotidienne, c'est vrai qu'il y a un rythme qui est très soutenu, tu peux tourner tous les jours pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, mais au théâtre aussi tu peux sur un spectacle tu peux jouer tous les soirs pendant plusieurs mois, donc le rythme est aussi intense. Et par rapport aux émotions peut-être? En fait oui, par rapport aux émotions ou à l'intensité du travail, oui, c'était plus pour ça, mais oui, en effet, après tu peux très bien être sur une pièce de théâtre qui devait se jouer 2 mois, qui va en rester 6 et ainsi de suite.
Je vois que Roxane, qui nous a coupé la parole depuis tout à l'heure, veut intervenir. Mais pour te répondre, alors je sais que il me semble que Marlon Brando justement avait arrêté le théâtre parce qu'il trouvait ça trop compliqué et trop dur de tous les soirs reconvoquer une émotion. Je sais plus quelle pièce il jouait. Donc il trouvait ça trop compliqué chaque soir de reconvoquer cette émotion-là, alors que l'avantage de l'image, c'est tu convoques l'émotion pour une scène précise, le temps de faire la scène qui peut se passer sur plusieurs heures, et ensuite c'est terminé. Et cette le théâtre émotion, serait elle est là. trop intense, ça demanderait plus d'intensité. Parce En qu'on tout fait cas, les choses ça le demande- même jour que Exactement. au cinéma comme en série télé. Oui, Roxane. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce serait intéressant que tu n'aies pas sur cette différence théâtre audiovisuel, c'est qu'en théâtre, une fois que tu as appris ta pièce, bon, tu vas jouer le même texte pendant entre 4 et 6 mois. Là, toi, tu es plutôt sur un apprentissage de texte qui est presque quotidien finalement. Oui, c'est ce que Roxane m'a expliqué. Sur Plus belle la vie, vous avez vos scénarios peu de temps avant de tourner. Alors je dirais qu'on a les textes, les versions définitives à peu près 1 semaine ou 2 semaines avant de tourner. Ouais. Ah ouais, Et ensuite, il peut y avoir des modifications de dernière minute de la veille pour le lendemain en fonction d'un planning à modifier. Donc là, tu peux avoir à prendre une scène que tu n'avais pas prévu d'apprendre pour le c'est un lendemain. travail Ouais. qui demande beaucoup d'acharnement. Qui demande beaucoup d'acharnement, et puis au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit que la mémoire, c'est un muscle, et donc à force d'apprendre du texte tous les jours, on arrive assez rapidement à apprendre un texte. Ouais. Ok. Et j'ai appris par notre espionne des séries télé que, paraît-il que chaque comédien a un coach pour l'aider à travailler durant les tournages. Alors il y a en place des répétiteurs qui sont sur la journée et qui permettent aux comédiens de répéter les scènes entre les prises. Par exemple, quand les comédiens vont se changer entre les séquences parce qu'on change de costume, et bien on a un répétiteur qui nous fait travailler en italienne le texte pour qu'on puisse soit l'apprendre ou alors se le mettre en bouche, comme on dit. Et ça nous permet, c'est hyper utile, ça nous permet vraiment de bien travailler le texte juste avant de le tourner. Donc il y a un répétiteur, et en plus de ça, il y a un coach d'acteur qui est présent également sur le plateau et qui va être lui complètement dédié à la direction des comédiens, parce que le réalisateur il peut aussi faire cette direction-là, mais il y a tout l'aspect technique aussi qui doit le gérer. Et comme ça va vite, il y a un coach d'acteur qui est attitré et qui s'occupe essentiellement de la direction des comédiens. Et donc c'est une série qui demande énormément de travail, parce que en dehors du fait qu'elle a énormément de comédiens, que ce soit des rôles principaux ou même de simples figurants autour d'elle, il y a donc ses répétiteurs, il y a ses coachs, et il y a aussi, puisque paraît-il que dans les derniers épisodes que tu as tournés, tu fais du MMA. Donc tu as dû avoir un gros entraînement pour pouvoir aborder ces scènes-là. Oui, ils mettent en place aussi pour des scènes spécifiques, des scènes d'action, de cascade, ils peuvent mettre en place des répétitions avec des régleurs cascade. Donc là, pour cette scène-là où on faisait un combat de MMA, on a répété pendant une après-midi avec un régleur cascade qui avait également un consultant qui était pratiquant de MMA pour chorégraphier tout ce combat-là. Ouais. Et donc tout est millimétré au poil de mollet. En tout cas, ils font en sorte qu'on ait les meilleures conditions. On ne se moque pas, Roxane, s'il te plaît. Fais attention, t'es bientôt au poil de mollet, je connaissais pas cette Et tu joues quel personnage? Moi, j'incarne un lieutenant de police qui s'appelle Samuel Gaillet, qui est arrivé dans le commissariat pour la nouvelle saison, et qui est un personnage qui est mystérieux, qui a un passé un peu mystérieux, qui fait bien son travail, qui est impliqué, qui est sérieux, qui a un côté séducteur et mystérieux et sérieux dans son travail appliqué. Alors, en dehors de Plus belle la vie, je crois que tu as quelques autres actualités. Tu as tourné il n'y a pas longtemps un film et dans un très très beau pays qui est le Kosovo. Exactement. Oui. Alors, de quoi parle ce film ? S'il y a possibilité d'en parler, bien entendu. Oui, il y a possibilité d'en parler. Ce film, il s'appelle L'Odyssée de la joie, réalisé par Zim Terzeki. Et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit au Kosovo, qui a une dizaine d'années. Ça se passe après la guerre au Kosovo, dans les années 2000. Et qui, une journée, voit en bas de chez lui une troupe de clowns qui organise des spectacles, une troupe de clowns
humanitaire qui fait partie d'une ONG. Et il décide, ce petit garçon, de suivre ces clowns pour quitter son quotidien qui est forcément très compliqué. Et s'ensuit avec ces 3 clowns et ce petit garçon une aventure, un road trip où ils vont leur arriver plein d'aventures, et ça va permettre à ce petit garçon aussi d'accepter son deuil et ses situations. Donc c'est un très beau film, poétique, touchant, qui a plein de qualités. Et donc on a tourné ça en septembre et octobre dernier au Kosovo. Et le film ensuite va vivre sa vie en festival. Et quand est-ce qu'on aura la possibilité de le voir? Parce que là, la manière dont tu nous le vends, c'est vraiment très touchant. Donc ça donne vraiment envie de découvrir ce film. Donc j'espère qu'on pourra le découvrir, le voir très prochainement. Et bien, pour l'instant, il n'y a pas de sortie prévue en France. Mais dès qu'il y en aura, je vous en ferai part mais avec grand plaisir. Et pour on va parler, je pense. Et pour terminer ce petit tête-à-tête, il y a une petite question que je voulais te poser. Comment s'est passé le tournage d'un court-métrage qui s'appelle Garde partagée, que tu as partagé avec l'une de nos chroniqueuses un petit peu sans filtre, que je ne citerai pas. Comment ça s'est passé ce micro-tournage? C'était pour le Nikon Festival. Comment ça s'est passé? As-tu réussi à supporter Roxane? Alors, comme tu peux t'en douter, ça s'est très mal passé. Voilà. Comme quoi, c'est pas une légende. Comme quoi, c'est pas une légende du tout. Non, ça s'est très bien passé. C'était un court-métrage donc, pour le Nikon Festival qu'on a fait en toute décontraction, comme un exercice un peu de style. Donc on a pris beaucoup de plaisir aussi à faire ce film-là, sans aucune prétention, mais dans la joie et la bonne humeur. Écoute, on l'a fait en 2 heures avec 50 €. Alors franchement... Oui, moi c'était rapide et efficace. Oui, voilà, oui. C'est quoi le titre pour ça qu'on Le titre du court-métrage, Garde partagée. Garde partagée, oui, ça dure 5 minutes. Je l'ai regardé, je me suis dit, bon, elle est comme elle est dans la vie de tous les jours. Elle est insupportable. Merci beaucoup, Iñaki. Donc, je répète, donc on te retrouve en ce moment dans Plus belle la vie, encore plus belle, je précise. Exactement, et sinon bientôt dans le film de Xavier Jeance qui s'appelle Sous la Seine, qui sortira sur Netflix début juin. Film de genre sur les requins, ça va être... Ah oui, j'en ai entendu parler, ça va être quelque chose d'énorme. Sur les requins ? Quelque chose d'énorme, ouais, ça va être un super film. Requins dans la Seine, surtout pas. Dans les JO. Ça va sortir sur Netflix, c'est pas parce que Marina fait des gros yeux, mais j'ai vu un orque qui s'est perdu sur un fleuve en Normandie, mais alors des requins dans la Seine. Bah ça, tu vas bien voir ça sur Netflix. Et tu découvriras pourquoi on retrouve des requins dans la Seine. Et c'est avec Bérénice Bejo en rôle principal. Bérénice Bejo et Nassim Liès. Bravo. Très belle distribution également. Et ben écoute, sur ces bonnes paroles, on va écouter notre chère Lisa qui va nous parler d'une exposition que je crois que tu as vue en plus, Iñaki. Lisa, le micro pour ta première chronique avec nous est à toi. Merci Nadir. Eh bien pour ma première chronique, je voulais donc vous parler d'une exposition vue au musée du Quai Branly. Et je ne sais pas si vous connaissez le musée du Quai Branly, certains y sont allés je pense. Mais moi, sans trop savoir pourquoi, j'adore cet endroit. C'est un musée d'ethnographie dans un bâtiment à l'architecture incroyable, au pied de la Tour Eiffel. On y voyage dans le quotidien et la culture de toutes les civilisations plus ou moins disparues. Et là, c'est une exposition qui vous fait voyager géographiquement et psychiquement, puisqu'elle traite des visions chamaniques issues de l'ayahuasca en Amazonie. Vous voyez ce que c'est, l'ayahuasca ? Oui. Ouais, ça va ? La chaîne des feuilles. Bon, c'est une drogue issue d'une plante, d'une liane plus précisément, et son nom signifie liane des esprits ou liane des morts. Elle a souvent été associée à l'inspiration artistique, un peu comme le LSD, plus près de chez nous, et aussi au développement personnel. Elle est même utilisée en médecine dans la recherche contre certains troubles mentaux. La manière dont elle est préparée est très traditionnelle et secrète. Pour les populations locales, elle est associée au chamanisme car elle inspire des visions et une clairvoyance. Les œuvres présentées dans cette exposition, donc inspirées par ces expériences psychédéliques, vont de décoration de poterie à la réalité virtuelle, en passant par la peinture, la sculpture, le cinéma. Ouais, il y a même une expérience en réalité virtuelle où vous pouvez vivre en toute sécurité les effets de ces hallucinogènes. La preuve que la drogue a inspiré toutes les époques et tous les supports. On y découvre notamment un grand nombre de kénés. Les kénés, là, c'est ce que vous voyez sur le dépliant, sur la première page. C'est des motifs traditionnels qui sont réalisés à la main, donc sans aucun outil, mais qui sont extrêmement symétriques. Et les femmes qui les réalisent, parce que c'est des femmes, elles sont en fait sous l'influence de ces plantes, dotées de pouvoirs chamaniques au moment où elles les réalisent.
Donc c'est super marquant parce que c'est très très beau, c'est à la fois sur la poterie, sur les vêtements, sur des tableaux maintenant qui sont dédiés aussi. Et les kénés ont été déclarés héritage culturel national au Pérou en 2008. On y apprend aussi le rôle de ces plantes hallucinogènes dans la formation des chamans, qu'on appelle onaya. Car pour se former, les chamans doivent ingérer diverses plantes dites de pouvoir, ce qui leur permet de communiquer avec les chamans du passé, les merayas. En connaissant les plantes et les chants traditionnels, ils acquièrent des pouvoirs de guérison. Alors, personnellement, la drogue, c'est pas mon truc, et en plus, je suis super terre-à-terre. Mais justement, cette exposition, c'est aussi l'occasion de réinterroger notre rapport à la terre. On comprend combien, dans ces œuvres réalisées sous influence, le lien à la forêt est présent. Je rappelle que ça se passe en Amazonie. Certaines œuvres sont réalisées sur des écorces, certaines représentent dans ces visions hallucinées une symbiose entre le végétal, l'animal et l'homme. Et on y voit le respect de ces populations envers les plantes, celles qu'on ingère et qui nous procurent des bienfaits à différents niveaux. Et à une époque où on cherche un plaisir souvent artificiel, parfois numérique, c'est une manière de rappeler que nous sommes nativement, en nous connectant à un aspect plus originel, capable de rêver très loin, très fort. Ça s'appelle donc Vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne, et c'est jusqu'au 26 mai au musée du Quai Branly. Merci beaucoup Lisa, on peut l'applaudir pour sa première chronique, on peut l'applaudir. Merci. C'est vrai que ça change de plus belle la vie. Oh, qu'il est désobligeant. Non, c'est juste pour toi. Alors. Non, mais je l'ai vu aussi l'exposition et c'est vrai qu'elle est très, très bien. D'ailleurs, j'ai pas posé la question, mais qui l'a vu cette exposition? Oui. Ouais, Iñaki, tu l'as vu aussi, Roxane également. Je l'ai vu. Non, mais je prendrais peut-être une petite boîte de champignons. Moi, je la vis tous les jours. D'accord, donc en fait, mademoiselle, tu fais prendre l'ayahuasca tous les matins. C'est normal. C'est très intéressant de voir l'influence dans l'art en fait justement de ces psychotropes. Et c'est vrai que ça génère des visions, mais ça génère aussi des émotions. Et dans les tableaux qu'on voit notamment, il y a parfois des scènes qui sont très marquantes, qui font presque un peu peur, avec des représentations de la forêt peuplée d'animaux un peu terrifiants. Et par l'art finalement, on se rapproche au plus près de l'émotion réellement contenue dans cette expérience-là, quoi, je trouve. Ouais, moi j'ai fait la VR et ça m'a fait un peu mal à la tête. Enfin, il y a des moments où j'ai pas regardé parce qu'il y avait plein d'insectes. Ouais. Et des insectes que j'aime pas trop. Et est-ce qu'ils utilisent de la projection, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des activités à faire dans cette exposition? En dehors de la VR? Ouais, t'as une expérience de VR qui dure 20 minutes. Ouais. Et après, t'as aussi des projections de films, parce qu'il y a pas mal de films qui ont été aussi inspirés de cette expérience-là. Donc, et tu peux aussi faire ce qu'ils appellent la Dream Machine. C'est un truc qui a été fait, je crois, c'est dans les années 60 ou 70. Et c'est, en fait, tu fermes les yeux dans une salle sombre où t'as un dispositif qui tourne avec des effets de lumière. Et donc, ça te fait un petit peu vivre les expériences d'hallucination. Ouais. Mais justement, Iñaki, là, tu reviens d'un séjour en Amazonie, t'as pris de l'ayahuasca, alors t'as vu la VR, alors le comparatif. Non mais tu vois comment elle est, t'as vu comment elle est désagréable en fait. On dit des choses en off. Sur la table aujourd'hui. Non mais elle a décidé d'être immonde avec tout le monde aujourd'hui avec moi. Merci Adeline, heureusement qu'il y a quelqu'un de mon côté. Sur lui, c'est mais bon. oui, je rebondis sur lui. C'est sur ces paroles cheloues que l'on va faire une courte pause musicale. Tu veux pas savoir alors? Vas-y, alors attends, avant cette pause musicale, vas-y. C'est intéressant de savoir quelqu'un qui a vraiment pris de l'ayahuasca. Mais j'ai cru que c'était une blague qui avait pris de l'ayahuasca, pardon. Non, c'est la vérité. Mais non, d'accord. Ah bah alors oui, c'est intéressant. Je crois qu'on était censé en parler même aujourd'hui, Anatia. Bah oui. D'accord, donc qui a pris de l'ayahuasca? Levez la main. Eh bah Iñaki. Alors on t'écoute. Quelle était la question? Eh ben, par rapport, vu que tu as fait la VR aussi du Quai Branly, est-ce que par rapport à ton expérience d'ayahuasca, on était assez proche ou pas de cette VR justement? Parce que pour des gens comme Lisa et moi qui n'avons pas envie de prendre de drogue. Alors on est assez proches et aussi assez éloignés parce que de toute façon chaque expérience est très différente pour chacun, donc les visions, les ressentis vont être complètement différents d'une personne à l'autre et même d'une cérémonie d'ayahuasca à l'autre. Une cérémonie, c'est quand on ingère donc la boisson, enfin on boit de l'ayahuasca, donc ça peut être très différent, mais c'est vrai qu'il y a quand même des visions communes comme le serpent, des formes qu'on retrouve et qui se retrouvent aussi dans la VR, donc ça donne quand même une bonne idée effectivement de ce qu'on peut voir, que ce soit aussi en termes de couleurs ou de perspective. Il y a des changements de perspective qu'on peut avoir en prenant de l'ayahuasca et je trouve qu'il est assez bien fait dans la VR. Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi ou un secret qui t'est venu?
un secret de famille ou quelque chose? Alors, oui, c'est un travail sur soi. En fait, c'est appelé là-bas une médecine, l'ayahuasca. Donc, c'est vraiment considéré dans ces traditions-là comme quelque chose qui nous soigne, qui nous guérit. Et ça peut nous soigner d'une maladie ou même spirituellement. Enfin, voilà. Donc, c'est un travail sur soi. Et oui, j'ai appris des choses sur moi sans forcément qu'il y ait des secrets qui soient revenus à la surface. Mais c'est un travail d'exploration de soi, ça c'est clair. Ouais. Et je peux pas non plus trop vous dire. Ouais. T'as pas eu peur? Non, parce que le cadre fait qu'on est en confiance. Alors il y a forcément une petite appréhension quand on fait une chose pour la première fois. Il y a à la fois cette excitation et cette peur, mais finalement très rapidement on est en confiance. Mais c'est vrai que parfois sur le moment il y a un côté aussi vertigineux qui peut faire peur pendant la cérémonie là où on perd le contrôle. Donc, mais globalement, en tout cas, on était très bien encadrés. Et donc, finalement, il n'y a rien de effrayant. Est-ce que tu le ferais, Lisa? Ça donne presque envie, mais je ne sais pas. Je vais peut-être retourner faire la VR pour voir. C'est plus sécure, c'est ça que tu allais dire, c'est ça? Oui. Voilà. D'autres questions sur la ayahuasca, une posologie peut-être, quelque chose? Non. Donc nous allons faire une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière chronique de l'émission. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission d'entrée des artistes avec nos chers invités Adeline et Iñaki et nos chroniqueuses de choc Lisa, Roxane et Marina. Marina, à ton tour de passer devant le micro. Aujourd'hui, tu vas nous parler, si ma mémoire est bonne, de croyances. Tout à fait, Nadir. Que vous soyez dans les bouchons aujourd'hui, coincé déjà sur votre lieu de travail ou sur une pause gourmande, je vous souhaite tout d'abord une très belle journée à tous. 40% des Français se disent anxieux dès le réveil et dans les heures qui suivent. Et c'est un fait. La semaine dernière, pour ceux qui nous écoutaient, je vous parlais du cortisol, qui est l'hormone du stress, et comment baisser donc cette hormone, la montée de cette hormone, pardonnez-moi. Et oui, car pour la plupart des gens, cette hormone reste en hausse pendant la journée et la nuit, ce qui provoque ce moment d'anxiété dès le réveil, souvent traduit par des pensées négatives. Difficile pour commencer la journée, n'est-ce pas? Alors, il y a trois sortes excusez-moi, j'ai un petit coup de fatigue. D'ailleurs, ça prouve que j'ai de l'hormone du cortisol qui est montée en moi. Alors, il y a trois types de croyances. Il y a les croyances limitantes. Je n'arrive pas à finir ce que j'entreprends. Les croyances ressources. Je suis douée pour les ragots. Et les croyances neutres. Je sais que j'aime les spaghettis. Ça apporte pas grand-chose, mais c'est un fait et c'est une certitude. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux croyances limitantes, celles qui nous empêchent d'aller vers nos objectifs. Alors qu'est-ce qu'une croyance, me direz-vous? Une croyance, c'est une pensée, voire une certitude que l'on tient pour vrai. Notre système de croyances se forme dès notre naissance, et plus particulièrement de nos 0 à nos 7 ans. Il est influencé par notre éducation, ce qui nous inculque nos parents, nos expériences de vie, notre entourage et même les médias. Il définit l'environnement dans lequel nous évoluons et devient une vérité parfois illusoire sur laquelle notre monde repose. En gros, c'est un bullshit qu'on se raconte à soi-même. Nos croyances vont même jusqu'à conditionner nos comportements et leurs conséquences. L'impact est si puissant qu'elles vont nous permettre d'obtenir ou de ne pas obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. C'est plutôt fort. Je vous donne un exemple. Un enfant qui va avoir des difficultés dans son parcours scolaire ou avec un parent qui lui reproche son manque d'assiduité, son manque de réussite ou de constance, se sentira une fois adulte dépassé pour entreprendre de nouvelles choses. Alors, peuvent se manifester une fois adulte par exemple, j'ai envie de démarrer une activité d'entrepreneur, mais j'ai peur de quitter mon travail, je ne me sens pas capable, je n'ai pas d'expérience, j'ai toujours agi ainsi, je ne peux pas changer, je suis trop timide, je suis trop jeune, trop vieille, bref, il est trop tard. Tout ça sont des pensées polluantes. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés pour transformer vos croyances limitantes en croyances ressources. 1. Identifier ces croyances limitantes. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez lister toutes vos pensées, d'où elles proviennent et depuis quand elles sont présentes en vous. Quelles sont les étiquettes que vous vous êtes attribuées?
Et vous pouvez vous poser ces 3 questions. Est-ce une vérité absolue ou une opinion ? Qu'est-ce que cette croyance m'empêche de réaliser aujourd'hui ? Et enfin, où serais-je dans 5 ans si je continue à croire en cette croyance ? 2. Trouve tes croyances ressources. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Quelles sont vos forces, vos atouts, vos qualités, vos capacités ? Bref, faites le tour avec positivité. N'hésitez pas à les lister, toutes les choses positives que vous pensez de vous. Et reposez-vous à nouveau ces 3 questions. Qu'est-ce que je peux accomplir maintenant ? Quelle personne suis-je avec cette nouvelle croyance ? Et où serais-je dans 5 ans si j'ai pleinement confiance en moi ? Vous verrez le champ des possibles. Et là, je vous partage un exemple qui est le mien, parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours pensé que je n'étais pas capable d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et bien aujourd'hui, je me dis, j'ai démarré la sculpture l'année dernière et j'ai découvert une passion et une nouvelle corde à mon arc. Ce que j'étais hier ne définit pas ce que je serai demain. Expérimentez vos nouvelles possibilités. Et c'est ce qui nous amène à la 3e clé, libère ton potentiel. Alors vous pouvez commencer par des petites actions au quotidien. Par exemple, se donner des échéances, des objectifs, surtout des échéances réalistes, plus ou moins longues, et surtout respectez-les. Le but est de vraiment concrétiser vos actions, car votre cerveau a besoin de preuves pour consolider ces nouvelles croyances. Et faites-en une affirmation positive. Répétez-le tous les jours, sous la douche, dans le métro, après une rude journée, avant chaque situation de stress. Rappelez-vous pourquoi vous vous battez. La croyance n'est rien d'autre qu'une histoire que l'on se raconte à soi-même. Si elle m'empêche d'avancer, il suffit de se raconter une autre histoire. Merci. Bravo. Est-ce qu'on ne pouvait pas terminer l'émission sur de plus belles paroles ? Franchement. Là, réagissez les chroniqueuses là, au lieu d'être sur vos portables. Je ne vous vois pas. Non, mais on sait quoi faire cet après-midi. Un petit exercice. Tous les soirs, en fait, il faudrait lister avant de dormir toutes les petites victoires qu'on a fait. Et par petite victoire, si par exemple on a juste fait sa vaisselle, et ben déjà c'est bien. Oui. Et si, en fait, je pensais pas celle-là comme victoire, mais oui, c'est pas ça. Non, mais plus on se valorise le soir avant de dormir, plus le cerveau intègre ça dans la nuit, et le matin on se réveille avec de la fierté. Ouais. N'est-ce pas ? Et bah tu sais, moi je me répète toujours 3 phrases parce que j'étais très anxieuse avant. Et avant de m'endormir, je me répète: est-ce que je suis en bonne santé ? Oui. Est-ce que mes parents sont en bonne santé ? Oui. Est-ce que ma famille est en bonne santé de manière générale ? Est-ce que j'ai un toit sur la tête ? Est-ce que j'ai bien mangé ? Et en fait, après, je suis là, en fait, tout va bien. Mais merci donc, la vie. Voilà, des trucs très simples, très basiques. Et le fait que tu parles de la sculpture, je me suis dit, ah ouais, faudrait que je me mette à la poterie. J'étais là en train de me dire, j'aimerais bien faire des vitraux ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que le travail manuel, on se rend pas compte, mais ça fait vachement bien. Ça aide beaucoup. Ouais. Et ça aide surtout à mettre son cerveau en pause, qui est sollicité toute la journée. Est-ce que tu peux rajouter une 4e phrase que tu te dis le matin, mais seulement les matins qu'on vient d'enregistrer les émissions? Est-ce que je vais être agréable avec Nadir aujourd'hui? Mais je suis agréable avec toi, Nadir. Arrête. Je ne vais pas être virée. Voilà. Super mignonne. En fait, oui, c'est vrai que vous n'êtes pas au courant. Pourquoi Alors, quand je dis à un de mes chroniqueurs ou une de mes chroniqueuses t'es virée dans la même émission, si elle en a 3 dans la même émission, la semaine suivante, elle doit ramener une boîte de chocolat à toute l'équipe. Mais c'est un peu une dictature quand même, parce qu'on peut pas le dire à Nadir. Donc Non, bah non, je sais pas. Oui, t'en es à 2 là. Est-ce que c'est arrivé là, la boîte de chocolat? Pas encore. Moi, j'ai ramené des belles Vita la semaine dernière et ils sont toujours là. Alors, il faut citer d'autres marques de biscuits. Petit Lu. Petit Lu et Oreo. Voilà. Et sur ces paroles sucrées que nous terminons cette émission. Attends, est-ce que juste Nadir, on peut rappeler 3 secondes? Je vais le faire, t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas, Roxane. Et moi, je voulais juste dire quelque chose. Je voulais juste dire que si vous êtes intéressé par ce type de contenu, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Marina Gauthier ou MG Scène, comme une scène de théâtre. Et c'est super. Parce que tu les suis, Oui, je la suis. J'avoue, moi aussi, je les regarde. C'est sur le développement. Mais c'est très intéressant. Vous comprenez pourquoi je l'ai proposé d'être avec nous dans cette émission. C'est très intéressant. Merci à tous d'être venus. Donc, merci Lisa, merci Roxane, merci Marina, merci Adeline pour d'être venue parler de Fantasme. Donc, les 2 dernières représentations sont vendredi et samedi à 21h30 à la Croisée des Chemins.
Salle Belleville, rue Axo, métro Télégraphe. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui. Il y a aussi l'autre spectacle que tu joues. Est-ce qu'il est terminé ou pas? Je ne me rappelle plus. Celui qui Là, pour l'instant, c'est la fin de saison. C'est la fin de saison. Mais je reviendrai. Voilà, mais elle va revenir plaisir. pour nous parler d'impro. Iñaki Lartigue, merci d'être venu. Tu es le premier invité masculin et de série télé en plus de cette émission. Donc, on a inauguré plein de choses avec toi. Donc, on te retrouve dans Plus belle la vie, encore plus belle. Et aussi dans le film L'Odyssée de Joy. Dans l'Odyssée de la joie, pardon. dans Sous la scène de Xavier Jean. C'est également dans Eureka sur Prime Video. Voilà. En ce moment. Voilà. En fait, je fais un signe à Roxane pour dire au troisième, t'es viré parce qu'elle se fout de moi. Voilà. Non, je n'ai rien. Donc, prochaine boîte de chocolat. Tout le monde Voilà. s'en fout de mes actus. Non, pas du tout. On va même revenir la semaine prochaine pour profiter de la boîte de chocolat de Roxane. Donc, pardon, oui, l'Odyssée de la joie. Dans l'Odyssée de la joie, dans Sous la scène qui sera sur Netflix début juin, dans Eureka qui est en ce moment sur Prime Video. Et également, à la fin de l'année, Ça c'est Paris, qui sera diffusé sur France Télévisions. Ah oui, avec Alex Lutz. Énormément d'actualités. Nous, de notre côté, on vous souhaite une agréable journée et on se retrouve à la fin de la semaine avec l'équipe de la pièce de théâtre Frida que nous avons vue, qui vont venir nous parler de leur spectacle et dont on aura beaucoup de choses à dire. Sur ce, bonne journée à tous. Merci Nadir. Bonne journée.